Analyse du Code noir de 1685. Dans ma thèse d'histoire, soutenue en 2011 à l'Université de La Réunion, je consacre une douzaine de pages à tenter de répondre à la question: le celtisme a-t-il permis un esclavage moins brutal à l'île Bourbon? Une réponse par oui ou non est strictement impossible. Le système esclavagiste reste partout le même, fondé, quelle que soit l'époque, sur l'orgueil racial, et je mets ce mot entre guillemets, car par définition, les races n'existent pas dans l'espèce humaine, et il y eut et il y a encore des esclavages de blancs par des blancs et de noirs par des noirs. Mais l'esclavage de l'époque moderne, comme son pendant le colonialisme, est toujours justifié par la suprématie économique et culturelle des peuples les plus riches, et il est maintenu par la violence physique sur des populations plus faibles. Alors au Mascareigne et aux Seychelles, le peuplement définitif par les colons venus d'Europe et des travailleurs de Madagascar, d'Afrique et de l'Inde est tardif. 1665 pour l'île Bourbon, 1721 pour l'île de France, actuelle île Maurice, abandonnée par les Hollandais 10 ans plus tôt, 1740 environ pour l'île Rodrigue et 1760 pour les Seychelles. Ces îles, jusqu'alors inhabitées, connurent des occupations éphémères, transitoires, occasionnelles, mais les dates que l'on donne ici sont bien celles de l'arrivée des premiers colons formant des ménages et ayant donné des naissances. Le début de la colonisation à l'île Bourbon, qui est donc la première colonisation des îles créoles, est plutôt chaotique, car très vite la Compagnie des Indes orientales a de grosses difficultés financières. Cela retarde beaucoup le défrichage des terres, par manque de main-d'œuvre, d'autant plus que les premiers colons français, venus essentiellement de Bretagne, de Normandie et du Poitou, se retrouvent rapidement leur instinct d'autonomie contre le centralisme parisien et ne se plient pas facilement aux directives de la compagnie. Les premiers plants de café ne sont cultivés qu'à partir de 1715 et la production ne décollera vraiment que 10 ans plus tard. Alors, si le celtisme ne provoqua pas forcément un esclavage moins brutal à Bourbon, il permit au moins de le retarder et d'en modifier durablement les effets par le métissage généralisé des premiers colons, pour la plupart mariés à des femmes malgaches, indiennes ou africaines. Beaucoup de ces colons n'ont donc aucun préjugé de race, puisqu'ils les épousent. Leurs travailleurs sont souvent leurs propres beaux-frères ou leurs cousins, ou les cousins de leurs épouses. L'île est peu peuplée, tout le monde se connaît ou presque. Même l'ordonnance du gouverneur Jacob de La Haye de 1674, qui stipule « défense aux Français d'épouser des négresses, cela dégoûterait les Noirs du service, et défense aux Noirs d'épouser des Blanches », y a été très vite oubliée. Voyons donc l'analyse que je fais du Code noir de 1685, qui, notons-le, n'est pas appliqué à La Réunion, n'est pas appliqué dans les îles de l'océan Indien, il ne sera appliqué que par la Compagnie des Indes occidentales. Prenons l'article 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec les esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils ont eu les 10 enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave épousera dans les formes observées par l'Église sa dite esclave qui sera affranchie par ce moyen et les enfants libres et légitimes. Alors dans cet article, le législateur veut réprimer la débauche sexuelle des esclaves et interdire le droit de cuissage des maîtres. Il prévoit une amende aux maîtres qui auraient autorisé ces libertinages et même l'éloignement définitif de leurs esclaves compromises ayant eu des enfants avec eux. Alors, il comprend cependant la vie en couple d'un libre avec son esclave, mais exige leur mariage chrétien, ce qui provoque automatiquement l'affranchissement de l'esclave et de l'enfant, et des enfants. Ça, c'est intéressant quand même. L'article 13.
Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Alors cet article semble contredire l'article précédent puisque les enfants suivent le statut de la mère. Ils naissent esclaves si elle est esclave et libres si elle est libre. Mais l'article 9 précise bien que si le concubin libre et la femme esclave décident de se marier religieusement, chrétiennement s'entend, l'épouse est affranchie et les enfants aussi. Alors cet article démontre donc l'aspect purement économique de l'esclavage. Si la loi avait offert l'affranchissement systématique d'un esclave par son simple mariage avec une libre, c'était la disparition programmée du régime esclavagiste. La main-d'œuvre utile étant essentiellement constituée par les hommes, notamment les noirs de pioche. Donc on ne pouvait pas faire disparaître ainsi, prendre le risque de faire disparaître le régime, le système. L'article 18 constitue d'ailleurs une autre preuve indéniable. Alors voilà ce qu'il dit. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui leur a permis et de pareille amende contre l'acheteur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire cet article? Il veut dire que le système est au service de la production sucrière qui est étroitement contrôlée par la Compagnie des Indes occidentales. On ne fait pas de sucre encore dans les Mascareilles. Celle des Amériques donc, Antilles et Louisiane. Le système est en place. Les maîtres font des productions coloniales, surtout du sucre, qu'ils doivent vendre à la Compagnie des Indes occidentales, les esclaves leur servant de main-d'œuvre. À noter que ce code noir-là n'a aucune raison de s'appliquer à l'île Bourbon, c'est ce que je viens de dire, qui ne produit strictement rien d'exportable à l'époque, 1685, période où elle est quasiment abandonnée par la Compagnie des Indes orientales, celle-ci étant en cours de liquidation. Ses activités, notamment les quelques bateaux qui lui restent, sont rachetés par les Malouins à partir de 1706. Rappelons que l'île est peuplée depuis 1663-1865, donc ça fait plus de 50 ans déjà. Alors, les articles 23 et 27 répondent à un certain esprit humaniste du rédacteur. Les maîtres doivent nourrir les esclaves tous les jours, ne pas les enivrer à l'eau de vie, les vêtir décemment un minimum, 2 habits de toile par an, les soigner quand ils sont malades et leur assurer entretien et nourriture lorsqu'ils sont vieux. Les esclaves s'estimant maltraités ont le droit de porter plainte contre leur maître auprès du procureur général. Bon, ça, je ne pense pas que les plaintes soient trop suivies. Celui-ci peut poursuivre les maîtres sur dénonciation des voisins, là c'est plus intéressant, de mauvais traitements à leurs esclaves. Alors voilà ce que dit ensuite l'article 2, l'article 22, pardon. Donc c'est un article qui prévoit les mesures nécessaires à l'entretien des esclaves. Sont tenus les maîtres de faire fournir par chaque semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans au-dessus pour leur nourriture 2 pots et demi mesure de Paris de farine de manioc, ou 3 cavasses pesant chacune 2 livres et demi au moins, ou chose équivalente avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autre chose à proportion, et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans, la moitié des vivres ci-dessus. Bon, vous remarquez que ça ne représente pas grand-chose, 2 livres de bœuf, ça fait qu'1 kilo, 1 kilo de bœuf par semaine, ou 3 livres, donc 1,5 kg de poisson. Donc, mais il faut savoir qu'à l'époque, le régime alimentaire en métropole était à peu près le même. Les protéines animales ne constituaient pas une importance aussi forte qu'aujourd'hui. Article 23, intéressant cet article 23. Défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de canne ou guildive pour tenir lieu de subsistance mentionné à l'article précédent. Donc, on n'a pas le droit d'enivrer les esclaves au lieu de les nourrir. Article 24, leur défendons pareillement, aux maîtres, de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Donc, que l'esclave travaille pour lui, et il a le droit, le maître a le droit de dire à l'esclave, tu travailles aujourd'hui pour toi, mais il doit le nourrir quand même. C'est curieux.
C'est une mesure qui avait été prise avant l'application du Code noir en Guadeloupe et en Martinique, par exemple, où on appelait ça la subsistance du samedi. Donc le samedi, les dimanches, les esclaves ne travaillent pas. Et le samedi, le maître autorisait l'esclave à travailler pour lui-même, mais il ne nourrissait pas. Donc là, c'est défendu. Alors, article 25, seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, chaque année, 2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des maîtres. Donc ils sont tenus de les couvrir. Article 26, c'est le plus intéressant. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par les présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leur mémoire entre ses mains, sur lesquelles, et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis, à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. D'accord ? Donc ils ont la possibilité de se plaindre, bien sûr. Est-ce que l'article a été appliqué? Là, c'est encore à voir. Article 27, les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître. Et en cas qu'ils eussent abandonné, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par jour pour la nourriture et l'entretien de chaque esclave. Donc voilà, le maître qui n'assure pas l'entretien de son esclave malade ou âgé doit payer les frais d'hospitalisation quand il y a un hôpital, évidemment. Bien entendu, l'esclave reste malgré tout un meuble, et c'est là le côté le plus sordide du Code noir, qui maintient les conditions esclavagistes. L'esclave est un meuble, il ne possède rien, tout est à son maître, il ne peut donc transmettre aucun bien à sa descendance, même ses enfants ne sont pas à lui. Il reste attaché à leur mère jusqu'à l'âge nubile, puis le maître en fait ce qu'il veut, il les affecte au travail de son choix, peut les vendre, décide de leur mariage chrétien. Seule restriction, il n'a pas le droit de les marier contre leur gré. C'est l'article 11. Défendons très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves sans le consentement de leur maître. D'accord ? Mais défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Voilà. Donc le maître ne peut pas marier son esclave contre son gré. Le plus grand reproche que l'on peut faire au Code noir, c'est de promulguer des peines particulièrement sévères, souvent cruelles contre les esclaves. Peine de mort à celui qui aura frappé son maître, avec effusion de sang ou au visage, ainsi qu'à l'esclave qui aura commis des voies de fait sur des livres, ou qui aura volé des chevaux ou des bœufs. Peine de mort. Ce sont les articles 33, 34, 35. Il aura le fouet ou la fleur de lys pour s'il a volé des chèvres, des cochons, des volailles, des cannes à sucre, des pois, du manioc ou même des légumes. Article 36. Le marronnage, bien sûr, est sévèrement réprimé. Le marron absent plus d'1 mois aura les oreilles coupées, ou la fleur de lys au fer chaud sur l'épaule. La récidive est punie de jarret coupé, on lui coupe le jarret, et la 3e, de la peine de mort. Article 38. Mais soudain, toujours dans ce Code noir de 1685, quelques lignes plus loin, le Code noir réapparaît curieusement beaucoup plus humain, comme si le législateur avait prévu et peut-être voulu une évolution possible du régime esclavagiste avec le changement d'une nouvelle génération de maîtres. Article 55, notez bien, les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tout acte vif ou cause de mort sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans. D'accord ? Donc l'enfant qui a 20 ans, qui possède des esclaves dont le père vient de mourir, peut décider de libérer les esclaves. Il n'a pas de compte à rendre à personne, il n'y a aucun de ses oncles ou de ses frères qui pourrait dire « t'as pas le droit ». Non, non. Il est totalement libre d'affranchir. Comme si on donnait la possibilité à la génération qui suit de ne plus entretenir le système, ou du moins de pouvoir ne plus entretenir le système. L'article 56 aussi est intéressant. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leur maître
ou nommés exécuteurs de leur testament ou tuteurs de leurs enfants seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis. D'accord? Donc, quelqu'un, un esclave qui devient héritier de son maître est automatiquement affranchi. Alors l'article 58 est intéressant puisque c'est le pendant à toutes ces faveurs qui sont faites aux esclaves qui peuvent être affranchis. Hein. L'inverse, enfin du moins l'obligation pour les affranchis, hein, de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclareront toutefois francs et quittes envers eux de toute autre charge, hein, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leur personne que sur leurs biens et successions en qualité de patron. D'accord? Donc une fois que l'esclave est affranchi, hein, il est libre, le maître ne peut plus lui redemander des comptes. Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause aux autres sujets. Voilà. On est sous Louis XIV quand même. Hein. La liberté naturelle, c'est un petit peu limitable. Alors voilà ce que dit le Code noir de Colbert, hein, et rien de plus. Il faut dire que Colbert écrit ce Code noir juste avant sa mort, hein, et c'est son fils qui va le faire appliquer. Il ne faut pas y voir une volonté délibérée de l'État d'asservir les Noirs, mais seulement de faire rentrer une situation de fait, l'esclavage dans les colonies françaises d'Amérique, dans un cadre légal. Rappelons ici que c'est à la demande de Colbert qu'auraient été rédigés les statuts de la Compagnie des Indes orientales par Charpentier, qui en exclut strictement l'esclavage et la traite en 1663. D'accord ? La Compagnie des Indes orientales ne possédait, comme son nom l'indique, que les colonies de l'océan Indien. Ce Code noir de 1685 n'a jamais été appliqué à la Réunion. Il a fallu la ruine de la Compagnie des Indes orientales au début du XVIIIe siècle, surtout la création de celle de l'eau en 1719, pour officialiser l'esclavage à Bourbon et à l'Île-de-France, où seul le Code noir de 1724 a été promulgué. Mais tout cela n'est jamais dit par les représentants du grand